Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine où, comme d'habitude, je parle des livres que je suis en train de lire, que j'ai lus, que j'ai commencé durant la semaine. Il s'agit souvent, comme cette semaine, d'une pile assez épaisse, la voici. Cette pile de livres, elle regroupe des choses qui ont été à peine frôlées et d'autres dans lesquelles je me suis délecté pendant un certain temps. Alors, on va en parler de manière libre, là aussi, comme d'habitude. J'ai terminé cette semaine, par exemple, et c'est évidemment une lecture importante, le Décaméron de Boccace. Le Décaméron de Boccace, c'est donc ce recueil de 100 nouvelles qui datent donc de la fin du Moyen-Âge, dans la région de Florence, et où ces personnages, au nombre de 10, pendant 10 journées, se racontent des nouvelles très variées qui sont une source sur la mentalité du Moyen-Âge assez importante. On en reparlera tout à l'heure à propos d'un deuxième livre qui m'a occupé cette semaine, parce que justement dans le Décaméron, eh bien, les récits sont des récits souvent en lien avec l'amour, amour adultère. J'avais lu certains passages comme étant presque féministes, d'autres le sont vraiment beaucoup moins. Et l'anachronisme est peut-être un des dangers qu'on a quand on lit ceci. Alors, je l'ai donc terminé, cette lecture-là, avec la dernière partie, avec le retour des personnages qui, donc, après avoir passé 10 journées à se raconter des histoires, reviennent à Florence et tout se termine comme cela avait commencé. Je vais lire un petit bout de la conclusion de l'auteur. Noble jeune femme que j'ai voulu distraire. C'est intéressant que d'emblée, ce livre s'adresse aux femmes. C'est un homme qui écrit. Noble jeune femme que j'ai voulu distraire en me lançant dans une entreprise si pénible et si prolongée, vous dont la prière et la pitié, suppléant à mes mérites, m'ont valu sans doute le secours de la grâce divine, j'espère m'être acquitté de la promesse que j'avais faite au début du présent ouvrage. J'en remercie Dieu d'abord, vous ensuite, et je pense qu'il est temps d'accorder du repos à cette plume et à cette main devenue lasse, ou ma main qui parle, qui bouge tout le temps quand je lis, et la main donc de l'auteur qui referme le livre, qui est un livre que sans doute il faudrait relire, réouvrir, parce qu'il y a des nouvelles pour tous les goûts, du moins ceux de l'époque. Et donc, une mine d'informations que ce Décaméron de Boccace que je referme. Mais il se trouve que dans une des autres lectures qui m'a beaucoup occupé cette semaine et qui m'occupera encore, car celle-ci elle est en cours de lecture, ce livre-là est évoqué à plusieurs reprises parce qu'il donne des informations sur le quotidien des gens. Et évidemment, le quotidien des gens, c'est ce qui est le plus important dans ce livre, Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge de Georges Vigarello, un livre très intéressant, un livre d'histoire qui justement s'intéresse à la petite histoire. Et le Décaméron de Boccace, ce sont de petites histoires dans la grande histoire. Et s'intéresser à l'évolution de l'hygiène du corps, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus riche que ça en a l'air, parce que
c'est aussi l'histoire des mentalités, c'est une histoire qui touche au matériel, mais aussi aux représentations qu'on a de ce qui est propre et ce qui est sale. Donc c'est une histoire finalement qui ouvre beaucoup de perspectives, qui casse aussi un certain nombre de préjugés. Alors ce qui m'a intéressé là dans le début de cette histoire-là, du propre et du sale, j'en ai déjà un peu parlé la semaine passée. Au départ, on nous parle des bains au Moyen Âge qui sont très à la mode et puis qui petit à petit disparaissent. Pourquoi? C'était la question sur laquelle j'étais resté, je crois, dans ma réflexion de la semaine passée. Pourquoi? Alors, parce que les bains, l'eau qui se mêle trop au corps et à l'intérieur du corps et qui pourrait perturber les humeurs du corps, eh bien cette eau, elle peut être considérée comme dangereuse et puis elle est remplacée à partir du XVIe siècle par ce qui est lié aux vêtements, notamment aux chemises, à la blancheur des vêtements qu'on lave. Et au fond, on n'a plus besoin de se laver à l'eau, d'après les représentations qui apparaissent dès le XVIe siècle, peut-être même un peu avant. On n'a plus besoin de se laver à l'eau. Pourquoi? Parce que le vêtement absorbe la saleté. Et en lavant le vêtement, au fond, on lave le corps. Ces idées nous paraissent à nous aujourd'hui tout à fait étranges. On lave nos vêtements, oui, et on lave nos corps aussi, mais cela montre une évolution tout à fait intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature. Alors le Décaméron est cité, d'autres œuvres littéraires sont citées. Là j'en suis donc dans cette deuxième partie, le linge qui lave. Et cette partie m'intéresse beaucoup. Alors, un petit extrait pour vous montrer un peu aussi comment l'auteur se base sur ses propres lectures, et les lectures de l'historien qui lit aussi la littérature, les nouvelles, les récits, les romans, et qui se base sur des sources extrêmement multiples. Dans le début du chapitre qui s'intitule La peau et la blancheur du linge, voilà ce qu'il raconte. Dans une nouvelle de Bonaventure des Perriers, au milieu du XVIe siècle, un maître cherche un subterfuge pour battre un valet. Il veut l'amener à se dénuder pour mieux l'abuser et peut-être l'humilier. Venant brusquement interrompre une des nombreuses parties de paume de l'étourdi, il le conduit chez un barbier tout proche. Son ton est paternel. « Mon compère, je vous prie, prêtez-moi quelques chemises pour un jeune fils qui est tout en eau et le faites un petit frotté. » Le compère est complice. Ils font entrer Fouquet en une arrière-boutique et le font dépouiller au long du feu qu'ils firent allumer pour faire une bonne mine. Et cependant, les verges s'apprêtaient pour le pauvre Fouquet qui se fut bien volontiers passé de chemise blanche. La blancheur de la chemise, voilà ce qui compte. Et ça, c'était donc une citation de Bonaventure des Perriers, écrivain un peu oublié, voire beaucoup oublié du XVIe siècle. Et ensuite, c'est le commentaire de Georges Vigarello. L'histoire en elle-même n'a guère d'importance. Elle illustre une rudesse bien connue. Plus significatif pour notre propos est le prétexte qu'elle met en scène, même s'il demeure aux marges de l'épisode. Il paraît naturel de changer de chemise à la fin d'une partie de paume, autant qu'il paraît naturel de ne pas user d'eau pour effacer la transpiration. Le barbier lui-même, en l'occurrence, ici ne lave pas. C'est le changement de chemise qui tient lieu de lavage. L'acte, sans être totalement banal, puisqu'il y faut pour Fouquet le secours d'un tiers, est au moins assez commun. Chez Rabelais, par exemple, circonstances différentes, gestes identiques. Après le jeu de paume, on se rafraîchit devant un clair feu et change long de chemise et volontiers banquette long, mais plus joyeusement ceux qui ont gagné. Alors ça c'est une citation de Rabelais, je ne sais pas exactement dans
lequel de ces livres. Je vais aller voir dans les notes qui se trouvent à la fin du livre. Note 68. Note 68. Je vais la trouver. C'est si peut-être. Non, ce n'est pas la note, c'est la page 68, évidemment. Si je... Et la note 1 de la page 68. J'ai pas lu les notes en même temps. Oui, c'est dans le Gargantua. Voilà. Bon. Voilà, donc, on s'appuie sur la littérature, mais aussi sur les livres de contes, donc de contes où on achète plus de chemises, et il y a des comptabilités. Donc les chemises blanches qui absorbent la saleté, voilà les idées qu'on avait, et qui lavent la peau, ou en tout cas, en lavant la chemise, on lave la peau. Et c'est une évolution qui apparaît vers moins d'eau et plus de linge, et puis l'évolution suivante va arriver. Alors je vais continuer cette lecture-là pour continuer à essayer de comprendre comment on évolue dans le rapport au corps et à l'hygiène. Alors je continue mon parcours de lecture de la semaine. Parmi les livres que j'ai finis cette semaine, dans cette pléiade de Gérard de Nerval, qui m'occupe depuis un certain temps, que je laisse parfois un peu de côté et que je reprends. J'arrive bientôt à la fin, il me reste quelques pages sur des illuminés ou sur l'illuminisme à lire, mais j'étais dans une partie qui s'appelle Notes de voyage. C'est un peu un recueil de différents textes qui n'ont pas été publiés en livre par Gérard de Nerval, et qui raconte ses voyages, qui là aussi nous permettent d'aller voir la mentalité, non pas peut-être d'époques différentes, ou d'époques différentes par rapport à la nôtre, mais de lieux différents. Et il écrit notamment de Flandre, d'Allemagne, même de Suisse, en s'arrêtant à Bâle par exemple. Et chez Nerval, alors il y a parfois des passages qui sont très descriptif, et puis il y a souvent une observation du quotidien, justement intéressante, et qui va chercher l'anecdote qui va un peu nous faire peut-être rire, peut-être qui va nous donner un élément significatif, un élément qui va nous permettre de parfois sourire. Alors je vais essayer de retrouver un passage dans ces lettres de Flandre qui m'avait intéressé, je crois l'avoir mentionné. C'est pas dans les lettres de Flandre, mais dans son tour dans le Nord, où il raconte une journée à Liège, où il y a des discussions quand même assez surprenantes qui ont lieu. Pourtant, il est fort agréable, ayant dîné à Anvers sur l'Escaut, de pouvoir souper de bonne heure encore à Liège-sur-Meuse. La table d'hôte du grand monarque attendait notre arrivée, garnie à moitié déjà d'hôtes plus anciens que nous. Je remarquai avec plaisir que l'idiome français dominait dans la conversation. « Enfin, monsieur, disait quelqu'un, croyez-vous en conscience que cette femme soit coupable ?» « Monsieur, répondait un autre, si j'étais juré, je ne la condamnerais pas. Mais monsieur, comme homme du monde, j'avoue que je n'en ferais pas ma société. » « Allons donc, disait un troisième, c'est une femme charmante, une figure distinguée, un front de génie, des yeux d'un noir, et il paraît certain que son mari ne la comprenait pas. « Ce n'était pas une raison, monsieur, dit un homme grave, pour lui faire avaler 43 grains d'arsenic. Et pour en donner autant à sa belle-mère. » Ici, je ne pus m'empêcher de sourire, pensant que Liège était encore à s'occuper du procès Lafarge, et en exagérait singulièrement les détails. « Monsieur, reprit un des soupeurs, la quantité n'y fait rien. La science a reconnu que l'arsenic n'est plus une preuve d'empoisonnement. L'arsenic est dans tout, dans les os, dans les chairs, dans les substances les plus ordinaires. Le morceau que vous portez dans votre bouche, en ce moment,
est rempli d'arsenic. Ici, l'interlocuteur ne put s'empêcher de remettre le morceau dans son assiette. Je dirais plus, l'arsenic est indispensable à l'existence de l'homme. Oh oh, voilà du paradoxe. Vous allez nous persuader qu'on empoisonnerait un homme en le privant d'arsenic. Pourquoi pas? Mais admettons le crime. Est-ce que la femme, ou est-ce la femme, est-ce la société qui est coupable? L'institution du mariage est fausse, la femme proteste comme elle peut. Voilà une discussion alors qui semble prise sur le vif. A-t-elle vraiment eu lieu? Ou est-ce l'imagination de Gérard de Nerval? On ne sait jamais vraiment avec ce genre d'auteur qui se laisse prendre aussi sans doute par l'écriture. Mais voilà le ton là plutôt humoristique de Gérard de Nerval, évoquant un crime qui d'ailleurs n'est pas celui qui est évoqué avant, celui de Lafarge, mais un autre crime ayant eu lieu en Belgique, ce qui crée certains malentendus par rapport à ce que croit entendre, ou la référence que croit avoir Nerval, qui n'est pas la bonne. Mais voilà un peu dans quelle ambiance on est. Alors il y a toujours un plaisir à lire Nerval, parce qu'il y a une liberté de ton qui me plaît beaucoup. Alors là, je vais entrer dans la dernière partie, celle sur les illuminés, des portraits de personnages, avec cette dimension qui n'est pas très présente, qui est beaucoup moins présente dans son voyage ou dans ses voyages dans le Nord, un peu plus quand il va vers l'Orient, mais quand il va vers la Belgique ou vers l'Allemagne, ça n'est pas vraiment dans une quête de l'illumination, mais c'est ce qu'il fera à travers des portraits de personnages dans Les Illuminés. Mais ça, je dois encore le découvrir, donc j'en parlerai plus tard. Alors, puisqu'il est question d'illuminer, parmi mes lectures de la semaine, il y a ces deux bandes dessinées, Habemus Bastard, de Sylvain Vallée et Jackie Schwartzmann. Deux bandes dessinées, la première, L'être nécessaire, la seconde, Un cœur sous une soutane, nous raconte la vie d'un prêtre, mais d'un prêtre qui est plus un bâtard qu'un prêtre, évidemment. Habemus Papam, Inglorious Bastard, on joue sur l'ambiguïté, est-ce qu'on est dans un livre religieux ou dans un livre violent? On est dans les deux, un peu plus du côté bâtard que du côté saint, si vous voulez. Alors voilà comment ça commence dans une première page avec quelques explications que je vais lire ici. Je m'appelle Lucien. Je suis un homme de main. Est-ce que c'est un métier? Peut-être. Est-ce que je l'ai choisi? Peut-être pas. Mais je suis sûr d'une chose, je le fais proprement. J'ai lu que, dans la Bible, Dieu tue 2,8 millions de personnes. Il déclenche des déluges et des épidémies. Il lui arrive aussi de faire tomber des murs, d'envoyer un lion, 2 ours, une armée de criquets, de guêpes, des serpents brûlants, et d'aller jusqu'à tuer en infligeant des inflammations de l'intestin. Dieu est un génie créatif lorsqu'il est contrarié. Sans prendre de gants, il tue 2,8 millions de personnes, plus que les génocides arméniens et rwandais réunis, plus que Satan lui-même, relégué au rang d'un quelconque sparring partner. Dieu ne travaille pas proprement. 2,8 millions de victimes. À côté, je suis un petit joueur, mon compte affiche 0, parce que j'ai toujours travaillé proprement jusqu'à aujourd'hui. Et on voit donc notre personnage qui, sous un habit de prêtre, va ôter la vie d'une personne. Mais ensuite, il va fuir. Alors, ça se passe à Lyon, je crois, la ville au départ, et puis il fuit un peu plus loin, et on le retrouve à Saint-Claude. Saint-Claude, dans le Jura. On reconnaît peut-être, si on est déjà allé à Saint-Claude,
la pipe, la fameuse pipe de Saint-Claude. Elle existe vraiment, je me souviens l'avoir vue. Et il va donc avoir quand même une attitude bizarre parce qu'il se fait passer pour prêtre, cet homme de main, on le voit ici, dans son église. Mais en même temps, c'est un prêtre un peu étrange qui organise du trafic de drogue avec un de ses jeunes paroissiens et puis qui est traqué par une sorte de mafia et qui, avec les paroissiennes, là aussi, n'a pas un comportement irréprochable, qui se fait beaucoup d'argent. Bref, on mélange, on va regarder un peu l'attitude du prêtre, c'est pas ce qu'on attend de lui. Bref, toute cette histoire-là mélange l'aspect religieux et l'aspect voyou, et donc c'est à la fois une sorte de presque de polar, mais aussi de livre religieux. Il y a une violence, mais en même temps un aspect décalé par la religion. On pense dans la bande dessinée aussi à Soda, le fameux pasteur ou le faux pasteur qui en fait est policier. Alors là, c'est plutôt un voyou qu'un policier. Bref, j'ai bien aimé ce décalage dans cette bande dessinée-là entre Abémous et Bastard. Alors le décalage, c'est aussi la marque de fabrique d'un auteur qui est un auteur de bande dessinée, mais dont j'ai lu un roman, Samouraï, de Fabrice Caro, roman qui se voudrait sérieux, mais qui ne parvient pas à l'être. Ce livre, c'est l'histoire justement d'un romancier qui a écrit un roman qui n'a pas du tout marché, il croit à un moment donné avoir 0 lecteur, mais finalement il sait qu'il en a quelques-uns, mais il a son classement sur Amazon qui est très très bas dans le classement, je ne sais plus, il y a le chiffre à une place, mais je ne vais pas le retrouver comme ça si facilement. Et donc il veut écrire un roman sérieux, mais en même temps sa femme, enfin sa copine, l'a plaqué, un de ses amis s'est suicidé, bref, les choses ne vont pas bien, il doit surveiller la piscine de ses voisins, il y a des notonectes, des espèces d'insectes bizarres qui infestent cette piscine, et ça va aller encore plus loin, bref, une histoire assez terrible autour de cette piscine qui l'angoisse beaucoup, qui l'empêche d'écrire son roman sérieux qu'il imagine. Ses amis veulent lui faire rencontrer une femme parce que la femme qui l'a quitté, il a un peu de la peine à tourner la page. Alors on lui fait rencontrer des femmes, mais lui, il n'a pas trop la tête à ça. Et tout ça est raconté avec une sorte d'ironie ou de manière de montrer toujours un peu le côté ridicule du personnage, un peu touchant. Ce personnage, il me parle beaucoup parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les codes sociaux, qui, qui a trop d'imagination pour le monde dans lequel on vit et qui donc va s'emballer, va imaginer des trucs complètement farfelus à certains moments. Et donc tout ça est tout à fait savoureux, mais en même temps touchant. J'ai trouvé le score du livre 104e, 104 546e. Donc voilà son livre, le succès qu'il a eu. Sans doute celui-là a eu un peu plus de succès. Et puis, on a vraiment un livre dont le style m'a plu. Il imagine les dialogues qu'il a avec Claire Chazal, qu'il interviewe pour le succès de son livre. Il rencontre la mère aussi de son ami qui s'est suicidé. Il participe à une battue aussi à la recherche d'une femme qui a disparu. Il voudrait en faire un livre sérieux, mais bon, ça se passe pas très bien. Bref, tout ça est tout à fait étrange. Voici ce qu'il raconte autour de sa piscine, par exemple. Elle a encore verdi,
malgré les 2 galets de chlore que j'ai ajoutés hier. Elle est devenue quasiment opaque, je ne comprends pas. Il faut peut-être attendre un peu le temps que le chlore fasse effet. Alors que le nombre de notonectes semble stabilisé, encore que le verre m'empêche de bien voir jusqu'au fond, une nouvelle découverte me laisse littéralement pétrifié. Une grenouille de plus. Voire 2. Je ne parviens pas à distinguer si c'est la même qui plonge et remonte à la surface ou si elle se relaie. Je reste un long moment à guetter les plongées et remonter à la surface, et oui, il me semble bien qu'il y a 3 grenouilles. Je vois peu à peu la piscine s'enrichir de nouveaux occupants, tant en faune qu'en flore, et à ce rythme, je vais bientôt être en mesure d'ouvrir un parc aquatique. Bienvenue à Glauqueland. Pour 5 € seulement, venez passer une journée en famille. Vous pourrez observer une multitude d'espèces dans leur milieu naturel. Venez profiter des attractions telles les plongées et remontées de grenouilles, ainsi que notre ludique Où est Octave, version aquatique de Où est Charlie. Octave, c'est le nom de l'insecte notonecte qu'il a donné quand il n'y en avait qu'un seul, mais là il y en a un peu plus. Vous pourrez prendre des photos avec une notonecte sur l'épaule, comme ces parcs qui proposent des photos avec un boa autour du cou. Alors bien sûr, c'est moins spectaculaire, mais je prendrai soin de préciser que la notonecte n'est pas si inoffensive, car sais-tu mon garçon que la notonecte mange des têtards. Je prononcerai cette phrase avec l'expression un peu sadique du paléontologue dans Jurassic Park, celui qui n'aime pas trop les enfants. Vous pourrez même vous baigner au milieu des animaux et bénéficierez, mesdames, des bienfaits des micro-algues sur la peau. Clou du spectacle, si vous vous attardez suffisamment, vous pourrez même assister à l'eau qui verdit en direct sous vos yeux. Et quand les voisins rentreraient de leurs vacances, ils découvriraient la manne que leur aurait rapporté le parc et me prendraient dans leurs bras, débordant d'émotion. On voit comme un événement qui a l'air peut-être ordinaire, il doit juste surveiller une piscine, tout d'un coup il part dans une sorte de délire et il invente ce parc d'attractions bizarres là-dessus. Et puis tout d'un coup la réalité revient, non, quand les voisins vont revenir, ils seront peut-être pas tout à fait contents. Voilà, ce livre, il est samouraï, c'est l'armure qu'il va prendre pour écrire, sauf que il n'écrit pas, ou il écrit cela, ce qui n'est pas si mal que ça. Le roman qu'il imagine sur la guerre d'Espagne, etc., ça sent un peu le déjà lu. Ça pas. Alors bon, évidemment, tout cela est tout à fait comique, et en même temps, oui, il y a quelque chose qui touche. Dernier livre dont je vais parler, alors là je ne vais pas en parler beaucoup parce que j'ai lu 2 pages. Je l'ai à peine commencé ou recommencé, enfin recommencé oui parce que j'avais déjà lu ces pages-là, mais pas la suite, c'est pourtant un tout petit livre, mais un livre essentiel dans la poésie et dans la poésie venant de ces lieux un peu laissés de côté par la littérature française, notamment les Antilles, l'Afrique, le monde de ce que l'auteur lui-même appelle négritude, puisqu'il s'agit d'Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, ici chez Présence africaine Poésie. Alors je ne vais pas beaucoup en parler, puisque je ne l'ai... Oui, j'ai lu même pas 2 pages, juste pour me le mettre en bouche, et puis pour vous mettre peut-être à l'oreille un peu cette poésie ou cette prose poétique qui est à la fois violente et rythmée. Voici une image aussi pour se mettre un peu ceci sous les yeux. Mais juste, je vais relire ce que j'ai déjà lu, et puis la suite viendra de manière plus précise une prochaine fois. Au bout du petit matin. Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance, va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignillon.
Puis je me tournais vers des paradis, pour lui et les siens perdus, plus calmes que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délaçais les monstres, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant, dense, frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites vérolles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouée. Voilà. Donc ça, c'était juste un premier aperçu. Je ne suis pas allé plus loin dans ma lecture de ce cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Mais on en reparlera assurément. Voilà, c'était le journal de la semaine. Beaucoup de livres cette semaine. Je les remontre ici. La semaine prochaine, on aura sans doute des nouveautés. On aura sans doute la suite du cahier d'un retour au pays natal. La réflexion sur le propre et le sale continuera. Et puis, pour ce qui est du reste, je ne sais pas trop. Gérard de Nerval risque de revenir. Il y aura peut-être de la bande dessinée, des romans autres que celui-ci, je ne sais pas. Bref, la surprise vous attend la semaine prochaine et m'attend moi aussi, parce que je ne sais pas exactement ce que je vais lire dans les prochains temps. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.